l'évaluation, il est ressorti que la plupart des candidats n'ont pas mis en avant les vrais besoins des populations. Pour dire que le développement ou la vision des partis politiques devait se traduire à travers les différents programmes qui étaient présentés. Mais on ne l'a pas ressenti. C'était beaucoup plus dans le sensationnel, dans ce qui touche beaucoup plus ce qui est l'identitaire, etc. Mais nous pensons que pour les prochaines élections, pour consolider la démocratie, les discours ou les programmes des candidats devaient se baser sur les vrais problèmes, notamment sur les questions d'accès aux services sociaux de base. Ça, c'est important. Comment les Congolais devraient s'en sortir de cette pauvreté qui ne fait que s'accroître en termes d'accès aux infrastructures routières, énergétiques, en termes d'accès aux soins de santé de qualité, à l'éducation, comment réduire la pauvreté qui ne fait que s'accroître. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans leur discours devrait ressortir la dimension de consolider l'unité nationale et non de la diviser. Comme on l'a vu dans certains discours qu'on ne peut pas taxer de haine, mais qui avaient des éléments, qui avaient des germes de haine qui ressortaient par-ci, par-là. Le discours prochain devrait être des discours de cohésion nationale qui consolident les acquis de la cohésion nationale et non des discours qui divisent, qui ethnonisent, si ça se dit, des discours qui essaient de te montrer que toi, tu n'es pas avec nous, tu n'es pas de notre ethnie, tu n'es pas de notre province. Ce sont des discours qui tuent le pays, mais nous voulons des discours qui sont conciliateurs. Comme vous le savez, la question des droits de l'homme s'impose partout, mais aussi dans le processus électoral. Et ce que nous avons fait avec les jeunes ce matin, c'était d'abord d'identifier ensemble quels sont les droits qui ont directement des liens avec les élections. Nous avons identifié 19 droits qui sont soit consacrés par la Constitution, soit par la loi électorale et qui cadrent avec les élections. Ensuite, après avoir identifié ces droits, qu'est-ce que nous avons fait? On est passé à l'analyse de chacun des droits pour voir dans quelle mesure il a été soit violé, soit respecté. Globalement, nous pouvons dire que les droits de l'homme n'ont pas été respectés comme nous l'aurions souhaité dans le processus électoral de décembre 2023. Et nous avons dit que toutes les failles qui ont été constatées devraient constituer pour la classe politique, pour la société civile, en fait pour la République démocratique du Congo, des cas sur lesquels on reviendrait dans les réformes électorales qui vont avoir lieu pour les élections de 2028. L'atelier qui est organisé par le SENADEP, vraiment qui vaut toute sa valeur avec tous ces jeunes. Donc pour nous, c'était de comprendre avec les jeunes, d'abord si ces jeunes eux-mêmes ont compris quels étaient les discours de campagne des candidats, que ce soit l'élection présidentielle, l'élection législative nationale et provinciale, et à tous les autres niveaux. Bon, d'abord, nous comprenons que pour la plupart des jeunes, ils ne se sont pas vraiment intéressés au discours des candidats ou ont eu leur focus sur lesquels ils se sont intéressés. Ça, c'était d'abord de comprendre cela, mais aussi de comprendre comment ils ont intégré cela pour la bonne tenue de la campagne, mais aussi pour la suite. Bon, nous avons compris que dans la salle, il y avait aussi des jeunes qui ont été candidats, qui ont aussi développé un certain nombre de discours et tout ça. Mais lors de cette campagne de 2023, on a senti que dans la plupart des gens, la communication de cette campagne a fait en sorte que les gens étaient focalisés simplement sur certains points, notamment sur la question de la guerre, sur la question de la nationalité et autres choses. Mais aller en profondeur dans les discours des programmes de campagne, des programmes d'action des candidats à tous les niveaux, cela n'a pas été vraiment assimilé par la plupart des jeunes notamment, mais aussi par la population en général. Donc nous pensons maintenant qu'il est bon de travailler et qu'au niveau de la société civile, nous puissions développer des mécanismes qui permettent de préparer la jeunesse à pouvoir interpeller les candidats sur leur discours, à pouvoir écouter les candidats, mais surtout à pouvoir discerner quels sont les candidats qui sont porteurs d'un discours, un discours pour la transformation sociale.
Donc, pour y arriver, vraiment, il faut former les gens, que les jeunes soient capables d'interpeller les candidats pour que les candidats leur viennent avec des discours plutôt qu'avec simplement des attitudes et avec des choses qui ne collent pas. Donc, et cela va pousser aussi les candidats à pouvoir confectionner effectivement leur discours et à les défendre. Qu'est-ce que La les jeunes jeunesse, peuvent... c'est d'abord la prise de conscience. C'est ce que nous avons amorcé aujourd'hui et je pense que dans d'autres cadres, il y a d'autres acteurs qui le font déjà. Essayer de faire prendre conscience à cette jeunesse qu'elle a beaucoup à donner pour l'avenir ou la démocratie de ce pays. Ça, c'est de un. Mais comment cette jeunesse va s'y prendre? En prenant en compte les échecs du passé. En considérant les échecs du passé qui ne sont plus à cacher. Et aussi en considérant ce qui peut être fait pour l'avenir. Et maintenant, ce qui peut être fait, c'est le travail que nous avons amorcé. Comment identifier les bons discours? Quels sont les éléments d'un bon discours qui émanent d'une vision d'un candidat, d'un parti politique? Ça, c'est de deux. Mais aussi amener cette jeunesse pour dire que la lutte ne doit pas seulement être celle de positionnement, mais c'est une lutte de contribution. Lorsque vous, en tant que jeune, vous voulez contribuer, vous voulez participer à ce que les choses changent, ça ne doit pas changer pour vous et votre famille, mais ça doit changer pour l'intérêt de l'État. Que les jeunes ne reproduisent pas les mêmes tares que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais que ces jeunes amènent le changement, le vrai changement. Par rapport à d'autres questions qui ont été développées, nous avons constaté que parmi les jeunes, il y en a qui avaient postulé, soit aux élections législatives, soit aux élections au niveau municipal. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons dit que l'évaluation que nous faisons des discours qui ont été propagés pendant la campagne électorale a démontré qu'il y a eu des tendances, si ce n'est pas au niveau de candidats directement, mais au niveau de leurs militants, des actes qui ont tendance à s'apparenter à la haine tribale. Et que ces actes-là ne devraient pas être démis dans la campagne électorale. Et nous avons dit que les discours doivent être d'abord conformes aux lois de la République démocratique du Congo. Parce que si les politiciens, les candidats connaissent les lois, ils vont limiter leur, n'est-ce pas, discours. Deuxième chose, c'est que les discours doivent être conformes aux valeurs que nous défendons en République démocratique du Congo. Et personnellement, j'ai donné l'exemple de discours de l'unité nationale. Une des valeurs que les Congolais défendent, c'est l'unité du pays. Et donc, si vous comprenez que l'unité du pays, c'est une valeur, vous ne pouvez pas intégrer dans votre discours électoral des appels, par exemple, à séparer plusieurs tribus ou plusieurs ethnies. Votre discours va aller dans l'intérêt et dans la défense de cette valeur que nous défendons. Avec le SENADEP et tous les autres groupes de la société civile, c'est d'arriver d'abord à identifier des structures de jeunesse qui sont là pour la participation citoyenne et à renforcer ces structures, afin que dans ces structures se passent des débats, notamment sur la compréhension des messages, des discours des candidats, et aussi qu'ils créent des lieux d'échange avec les candidats ou avec les dirigeants, afin que les dirigeants aillent dans le sens que les jeunes veulent. Donc, que les besoins des jeunes puissent influencer les discours de campagne. C'est comme, par exemple, la question de l'emploi, la question de la sécurité sociale, la question de l'éducation, la question de la santé et tout ça. Ça doit être des discours qui sont demandés par la jeunesse, de demander des réponses à leurs préoccupations par les candidats ou alors par les dirigeants, et que cela arrive à pouvoir leur dire quelles sont les réponses qu'ils préparent, et ainsi ils peuvent interagir avec les jeunes. Mais rester simplement dans à être avec les gens parce qu'on est du même coin, de la même province, de la même langue, et ne pas comprendre en profondeur ce que veulent apporter comme changement ces dirigeants, ces futurs dirigeants pour le pays. Je pense que c'est là où se trouvent tous les problèmes. Dans le cycle électoral, aussitôt que vous avez terminé une phase, l'autre phase commence. Nous sommes en train de terminer les élections dans la période électorale. Il faut que la période post-électorale puisse commencer. Et pendant la période post-électorale, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la période post-électorale, c'est la période pendant laquelle on va faire des réformes électorales. Malheureusement, chez nous, nous attendons également au dernier moment pour commencer à nous agiter sur les réformes à effectuer. Voilà pourquoi le Centre national d'appui au développement et la participation populaire
SENADEP en sigle, a pensé qu'il est intéressant, il est important que nous puissions évaluer le processus électoral et à partir de cette évaluation, dénicher, identifier des points qui ont posé problème en vue de proposer des solutions ou des réformes électorales à effectuer. Et c'est là, nous avons commencé ce processus d'évaluation aujourd'hui. Nous allons terminer ce processus demain et à partir de demain, nous allons terminer notre atelier par la mise en place d'une feuille de route qui va nous permettre de mener un plaidoyer en faveur des réformes électorales avec un contenu précis, avec des moyens, des raisons et des arguments qui justifient les raisons pour lesquelles les jeunes réunis ici dans cet atelier sollicitent ces réformes. Les endroits où les élections puissent évaluer l'action telle ou telle loi et par des actions pacifiques, par des actions de mobilisation, essayer un peu de créer l'équilibre pour le bonheur de notre besoin électoral. Ici, vous avez d'abord il y a la révision du fichier électoral. Ça sont des expériences, hein, des expériences antérieures, c'est que ça coûte. Pour le scrutin direct, présidentiel, ainsi de suite, ça coûte autour de 400 millions. Le scrutin indirect pour les municipaux, les locaux, c'est autour de 377 millions. Mais nous avons échangé avec les experts. Il y a un document de l'abbé Malumalo à l'époque. Ils avaient fait une étude qu'un scrutin coûterait 250 millions de dollars. Mais ici, vous voyez, nous ne sommes même pas là. Et cette étude-là, il semblerait qu'on l'exploite même pas. On ne veut même pas voir ça. Mais il y en a, l'étude existe. Et on a même supprimé la direction d'études et planification. Ça n'existe plus à la CENI. Ça n'existe plus. On a supprimé ça. Ça n'existe pas. On a discuté avec un des anciens conseillers de l'abbé Malumal. Ils nous ont dit que ça n'existe pas. On a voulu installer ça pour venir en appui à la direction des opérations électorales. Mais maintenant, on n'a que la direction des opérations électorales. On n'a pas la direction d'études et planification qui devrait en principe contre-vérifier tout ce qu'il y a comme budget qu'on nous présente. Étant donné que le cadre organique est déjà disponible, étant donné que nous avons une police qui a été formée et qui est capable de relayer les mêmes informations au niveau d'autres policiers, le prochain cycle électoral va aider à ce que des moyens soient débloqués à temps pour que les équipements soient achetés, la formation soit assurée, la répartition des rôles soit dégagée pour que finalement, le moment venu, pendant les élections, qu'il n'y ait pas trop de problèmes et que tout un chacun puisse prendre ses responsabilités dans la perspective de rendre plus performant le processus électoral qu'a entendu. Enjeu majeur. C'est pourquoi vous verrez que, à chaque fois, le budget des opérations électorales fait débat. Pourquoi? C'est 71% des fonds qu'on alloue à la CENI. C'est beaucoup. Ici, nous avons présenté, juste pour voir, on vient d'où et on va où. Le tableau est là. Avec l'abbé Malumal, on était autour de 546 millions. Maintenant, nous sommes déjà à 1 milliard. C'est le même Congo, le même problème. Ça n'a pas changé. Il y a toujours un problème d'infrastructure au Congo. Ça n'a jamais changé. Vous avez le même province, vous avez le même territoire, on n'a pas changé. Vous et nous nous posons la question pourquoi on est en train de monter en flèche. Pourtant, maintenant, nous avons basculé vers le numérique. C'est-à-dire que le vote n'est plus en mode papier. Maintenant, nous avons des machines où on peut venir voter avec 5 scrutins le même jour. Mais on nous a dit que les machines à voter devaient faciliter la rationalisation de la dépense publique, mais on ne rationalise pas. En 2006, on a voté avec les bulletins papier, les élections coûtaient moins cher qu'aujourd'hui, avec 4 scrutins le même jour, avec la machine, les élections coûtent plus cher que lorsqu'on votait avec les bulletins. Vous savez qu'on s'embrouillait même devant l'urne, non? Les papiers étaient très volumineux. Vous voyez la différence? C'est à vous, jeunes, de tirer les conclusions. Nous sommes là, scientifiques.
on ne veut pas faire des débats politiques. Mais en tout cas, je ne peux que souhaiter un des fructueux travaux à cet atelier, mais aussi en appeler à toute la jeunesse congolaise, qui est majoritaire en tant que population congolaise, de prendre conscience. Le changement ne peut venir que de la jeunesse. Si la jeunesse se réveille, si la jeunesse prend conscience, et la jeunesse veut des candidats de qualité, je pense que ce pays changera. Merci. Participer les jeunes, c'est notamment ce que le Sénadep a fait. Il faut se mettre autour de la table avec des experts pour partager avec les jeunes sur comment faire, parce que la plupart d'entre eux ne connaissent pas. C'est pour ça que nous avons pensé que cette opportunité que donne le Sénadep est une bonne opportunité qui permet aux jeunes de partager avec des experts sur les droits de l'homme, sur les élections, sur les discours, pour que les jeunes soient outillés et fassent des discours prochainement qui respectent les droits humains, qui respectent la loi et qui respectent les valeurs que nous défendons. Les jeunes doivent être actifs, ils doivent être aussi proactifs. Donc, bien que la campagne présidentielle, provinciale et tout ça, législative est passée, c'est de se mettre maintenant d'abord à comprendre quels sont les discours qui ont été développés dans la campagne passée et à pouvoir suivre les candidats pour savoir s'ils mettent réellement en œuvre leurs promesses de campagne et aussi à se préparer pour les échéances futures pour savoir qu'est-ce qu'on va encore leur proposer et que ça ne soit pas seulement de la démagogie, des mensonges, mais vraiment qu'on parte avec des gens qui viennent avec des promesses fermes pour améliorer l'État tout en sachant que la population, les jeunes, sont en train de les attendre au tournant pour pouvoir évaluer si réellement ils ont tenu promesse ou pas. Pourquoi nous avons choisi les jeunes? Nous avons choisi les jeunes d'abord parce que, comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Pourquoi nous avons choisi les jeunes? Parce que tout ce qu'on est en train de faire du mal dans les pays, si on fait du bien, c'est pour les jeunes. Si on fait le mal, c'est pour les jeunes. Or, nous ne pouvons pas laisser ces jeunes à côté, mais nous devons les impliquer à la gestion de leur pays. C'est pourquoi nous impliquons les jeunes. Nous impliquons les jeunes également parce que la jeunesse a la force de faire changer les choses. Ceux qui sont là, ils ont des habitudes qu'ils ont emmagasinées, qui sont enregistrées, qui ne vont pas vis-à-vis desquels ils ne vont pas se départir aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui peuvent amener les souffles nouveaux pour le pays. Ce sont des jeunes qui peuvent amener les changements. Il faut travailler avec les jeunes si nous voulons espérer que notre pays puisse aller de l'avant demain. Merci.